chef du parti islamiste tunisien Ennahda rêve d'une union, expliqué Rachid Ranouchi. Le chef du parti islamiste tunisien Ennahda rêve d'une union du Maghreb sans le Maroc. Tunisie, Algérie, Libye serviraient selon lui de locomotive pour relancer la construction de l'union du Maghreb arabe. Une idée folle ou un ballon d'essai à prendre au sérieux. En tout cas, l'idée a fait son chemin. Elle est désormais reprise par le plus grand parti islamiste d'Algérie. Alors pourquoi cette sortie? Et si ce vœu devenait réalité, faut-il dès maintenant se prémunir, prévoir un plan B? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques de ce mardi 2 mars. En deuxième partie d'émission, nous ferons un premier bilan de la présidence Biden. Voilà 42 jours que le nouveau président américain est au pouvoir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Joe Biden n'a pas perdu de temps. 50 décrets, une méthode parfois contestée, un retour dans l'accord de Paris sur le climat, mais aussi la trahison de promesses comme la hausse du salaire minimum à $15. Sur la scène internationale, il se distingue également de son prédécesseur. Alors à quelle présidence s'attendre? C'est ce que nous verrons à partir de 9h40. Vos réactions, questions, comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce mardi, Jawad Khalloudi, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hafid Boutaleb également avec nous, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et vice-président de l'ICEM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Avant de parler Maghreb uni, parlons Maroc-Allemagne, messieurs. Depuis hier soir, une missive fait beaucoup de bruit, une missive du ministère des Affaires étrangères destinée au chef du gouvernement qui annonce la suspension de tout contact avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas pour l'instant commenté la fuite de ce document. Jawad Khalloudi, que se passe-t-il? Alors, il se passe quelque chose de grave parce que suspendre les relations du Maroc avec l'ambassade et tous les organismes allemands est évidemment une décision assez lourde qui donc est une crise diplomatique. Alors, je reprends le terme donc de la lettre de Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui dit des malentendus profonds avec la République fédérale de l'Allemagne au sujet des questions fondamentales du Royaume du Maroc. Mais officiellement, on n'a pas encore les raisons officielles de cette crise diplomatique. C'est pour cela qu'il est difficile donc d'apporter un commentaire. On pourrait quand même, selon les médias, dire qu'il s'agirait peut-être de la question du Sahara marocain, puisque la position allemande, notamment suite à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis n'a pas été très positive. L'Allemagne s'en tient donc au processus de l'ONU. Il y a aussi sur les médias un drapeau sahraoui devant le Parlement de Brême. Brême, qui est une ville qui avoisine Hambourg dans le nord de l'Allemagne à l'occasion de la 45e 45e anniversaire de la race. Il y aurait aussi une chaîne télévision allemande qui aurait parlé d'exploitation halieutique du Maroc dans ces provinces du sud, et il y aurait eu aussi le fait que l'Allemagne avait déclenché un conseil de sécurité en décembre 2021 à la suite donc de l'opération Gergerat. Alors ça, je pense que c'est peut-être ça la question fondamentale du Maroc. On parle aussi d'implication des fondations allemandes existantes au Maroc dans les affaires intérieures du Maroc. Oui. Donc je dis tout ça sous toute réserve, en attendant bien sûr
les raisons officielles de cette crise diplomatique. Hafid Boutaleb, bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir dans l'ordre des choses communes une convocation de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne par Nasser Bourita. Or là, ce n'est pas le cas. On parle directement de suspension des relations avec cette ambassade. L'ambassadeur s'est exprimé hier sur Express. Il dit ne pas avoir été informé par cette suspension des relations. À quoi s'attendre maintenant? On va avoir des explications selon vous dans les prochaines heures? Oui, on aimerait bien avoir un éclairage supplémentaire, notamment un communiqué officiel, parce que pour l'instant, on n'a qu'une note interne qui a été adressée. Celle que l'on a sur les médias, c'est celle adressée à la primature, mais il y a eu d'autres notes adressées à d'autres départements ministériels, et donc toujours la même teneur. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, de cette note, déduire la position officielle de l'État marocain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une suspension totale des relations avec l'ambassade et toutes les annexes de l'ambassade, c'est-à-dire tous les organismes de coopération. Et on sait qu'il y en a beaucoup allemands installés ici au Maroc qui travaillent sur plusieurs sujets divers et variés. Alors, Jawad Kadoudi nous listait les différents points qui pourraient avoir froissé les autorités marocaines. On parle également d'une affaire d'espionnage dans certains médias. Alors, avant de parler de cette affaire d'espionnage, il y avait surtout l'événement que Angela Merkel avait parrainé à Berlin pour la résolution de la crise libyenne, où elle avait superbement ignoré le Maroc. Oui. Le Maroc n'avait pas été invité. C'était un acte de très grande hostilité, en tout cas de grande ignorance sur le rôle et la place du Maroc dans la région, et vraiment un geste politique inamical au plus haut point, parce que le Maroc avait organisé et en tout cas parrainé aussi les pourparlers de Sreerat en 2015 pour la résolution de la crise libyenne, et on a vu aujourd'hui que cette crise libyenne qui est en train d'arriver à la fin avec la nomination d'un gouvernement de coalition, même si beaucoup de choses restent à faire, mais en tout cas beaucoup de choses ont été accomplies et les armes se sont tues partiellement grâce en partie à la médiation marocaine, mais à celle d'autres pays, il faut le souligner bien sûr, mais la médiation marocaine était présente et on ne comprend pas comment on peut organiser un événement d'ampleur internationale à Berlin et ne pas inviter le Maroc. C'était vraiment un geste inamical au plus haut point et incompréhensible, et qui signifie tout simplement une certaine arrogance et manque de respect total vis-à-vis d'un pays comme le Maroc et de sa place dans la région, puisque la Libye, c'est le Maghreb, et nous sommes un pays du Maghreb. Donc ça, c'est très important, et ce n'est incompréhensible. Mais bien évidemment, toutes ces allégations d'espionnage et tout ça, il n'y a pas de fait derrière. On ne peut pas parler aujourd'hui d'espionnage, il n'y a aucun fait étayé, et donc ça a été relayé par des médias, et peut-être on devrait attendre un communiqué officiel pour avoir plus d'informations. Ouais. On va parler à présent du Maghreb, du Maroc, de Maroc-Allemagne. Passons à Maroc-Maghreb. C'est aussi l'autre actualité qui fait beaucoup de bruit depuis maintenant plusieurs jours. Jawad Kadoudi, le chef du parti islamiste tunisien, donc Rachid Ranouchi, qui est également président du Parlement tunisien, souhaite un Maghreb uni sans le Maroc pour relancer ce vieux projet. Idée folle et non réalisable, ou alors selon vous, ballon d'essai à prendre au sérieux? Alors, ce qu'on peut dire, c'est quand même une idée inattendue et inédite, parce que dans le passé, on a toujours parlé des 5 pays formant l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, suite au traité constitutif, comme tout le monde le sait, signé à Marrakech en février 89. Donc, c'est inédit, mais je pense pour analyser cette idée, pour le moment, ce n'est qu'une idée, parce que ça provient d'un parti politique, un parti, je le rappelle pour nos auditeurs, qui est un parti islamiste de Mahda, qui avait plus ou moins, qui était clandestin au départ, et qui a été légalisé en 2011 suite à la révolution du jasmin en Tunisie,
Et donc, ce parti a même présidé le gouvernement tunisien, mais très court, pendant 1 an et demi. Oui. Et puis, après, il y a eu des attentats en Tunisie. Rappelez-vous l'attentat contre le musée du Bardo. Et donc, ces attentats ont beaucoup diminué l'influence de ce parti, mais il reste quand même un parti qui joue un rôle sur la scène tunisienne, puisque il a eu le plus fort nombre de députés, mais dans un parlement extrêmement fragmenté, ce qui a permis à Ranouchi d'avoir la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple. Donc une première remarque, ça ne vient pas du gouvernement tunisien, ça vient d'un parti islamiste. Ouais. Donc interview du président du Parlement tunisien, chef du parti Ennahda, sur la radio tunisienne Diwan FM. C'est là où Rachid Ranouchi, Hafid Boutaleb a donc lancé cette idée. On pourrait se dire, simple déclaration, peut-être pour pouvoir tâter le pouls des réactions qui vont suivre dans les prochaines heures et prochains jours. Mais cette idée, il l'a poussée plus loin. Il a parlé de monnaie commune, d'un partenariat agricole et industriel commun aux trois pays. Écoutez, il faut bien comprendre le contexte en Tunisie. Rachid Ranouchi est aussi quand même le leader incontesté de Ennahda et le président de la Chambre basse du Parlement tunisien. Et il a un poids en Tunisie. Mais il faut comprendre le contexte. La Tunisie est un pays qui souffre énormément des répercussions économiques du Covid et avant d'une décennie de mauvaise gestion politique et des conséquences désastreuses de cette révolution du jasmin sur l'économie. Aujourd'hui, les dirigeants politiques essaient de trouver une solution. Comme on l'a souvent répété, et plusieurs observateurs le notent, la région du Maghreb est la région la moins intégrée économiquement au monde. On ne le dira jamais assez. C'est la région la moins intégrée. Il n'y a aucun mécanisme d'intégration économique, ce qui pénalise. Oui, mais on pourrait se dire à Hafid Boutaleb qu'il aurait pu faire la proposition d'ouverture totale des frontières avec l'Algérie, création d'une monnaie commune peut-être entre les deux pays, point barre. Là, il intègre la Libye. Il parle de l'union du Maghreb. Oui, et alors, il parle de relancer l'union du Maghreb, mais à 3. Et en proposant de faire une monnaie commune, et effectivement, et ce à quoi il pense réellement, c'est trouver des débouchés pour l'économie tunisienne. Voilà la réalité. Il veut que l'économie tunisienne passe de 10 millions à en tout cas 60 millions. Pourquoi il propose ça? Parce que ça lui semble plus simple à faire. Parce qu'aujourd'hui, pour relancer l'UEMA, on a vu qu'il y a un blocage politique considérable et qu'aujourd'hui, pour dépasser ce blocage politique, il n'y a aucune visibilité. Et donc, par conséquent, lui propose... Mais rapidement, pour donner un éclairage historique, il y a eu plusieurs solutions comme ça proposées par le passé. Il y a eu de multiples unions à 2 ou à 3. Il y a eu l'union de Djerba en 1974 entre la Libye et la Tunisie. Il y a eu le traité de Hassim Saoud en 1975 entre l'Algérie et la Libye. Il y a eu le traité de fraternité de Concorde en 1983 entre l'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie. Il y a eu l'Union arabo-africaine en 1984 entre le Maroc et la Libye. Il y a eu plusieurs unions comme celle-ci qui ont été proposées. Jamais ça n'a donné d'issue concrète sur le terrain. Et finalement, ça a été l'UEMA qui avait été créée en 89, qui a eu la primauté sur toutes ces organisations-là. Oui. Et finalement, l'UEMA aussi n'a pas donné de réalité sur le terrain. Donc, et qui a fêté tristement ses 35 ans il y a quelques jours. Voilà, exactement. Ce que j'ai envie de vraiment souligner, c'est que au fond, si toutes ces unions ne marchent pas à 2, à 3, à 5, c'est qu'il y a un problème politique quelque part, puisque économiquement parlant, humainement parlant, rien ne pourrait ralentir normalement ce fonctionnement-là, et surtout que de méthodes et recettes pareilles fonctionnent partout dans le monde, indépendamment de la cohésion identitaire, religieuse ou quoi que ce soit, ça fonctionne partout dans le monde, dans toutes les régions du monde. Donc si ça marche pas ici, c'est qu'il y a un problème politique. Et donc Ranouchi doit comprendre que même à 3, même entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ça ne marchera pas si certaines garanties de base ne sont pas fournies, notamment
désidéologiser et dépolitiser totalement les discours liés à une intégration économique. Vous parlez d'union, même plus parler d'union, mais parler vraiment de mettre en place une intégration, une harmonisation économique pour pouvoir donner sa chance aux entrepreneurs. Et c'est ça, on commence à chaque fois par le haut. C'est ce que fait une énième erreur de Ranouchi. Il veut commencer par le haut, mais en réalité, il faut commencer l'édifice par le bas, nouer et renforcer les relations entre les opérateurs économiques, et ensuite, normalement, ça devrait continuer vers le haut, et la perspective politique devrait apparaître bien plus tard. Voilà l'erreur, et donc qui reprend encore et encore par les dirigeants maghrébins, mais on garde quand même espoir qu'un jour, ces dirigeants-là comprendront que ce n'est pas une question de 2 ou de 3 ou d'union ou de pas union, mais c'est une question de déjà donner sa chance aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent échanger entre eux, et ensuite c'est comme ça qu'on enclenche la dynamique. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Jawad Kardoudi. Rebonjour. Rebonjour Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hafid Boutaleb également avec nous. Rebonjour. Bonjour Landry. Co-fondateur et vice-président de l'ICEM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb. On parle ce matin de cette idée lancée par Rachid Ranouchi, le président du parti Ennahda en Tunisie, parti islamiste. Un Maghreb uni sans le Maroc, Algérie, Libye, Tunisie. Alors idée folle ou ballon d'essai à prendre au sérieux, c'est la question qu'on se pose. Jawad Kardoudi, en tout cas cette idée, elle rebondit en Algérie, chez les frères islamistes de Ennahda, le mouvement de la Société pour la paix, qui est le plus grand parti islamiste en Algérie. Alors, c'est le plus grand parti islamiste en Algérie, mais son poids politique est très faible. Je rappelle que lors des élections législatives les dernières, en 2017, le FLN avait obtenu 159 députés, le RND 100, et le MSP, comme vous l'avez dit, le mouvement de la société, uniquement 34 députés. Donc, il faut aussi dire que les partis islamistes en Algérie ont beaucoup perdu depuis le Hirak, qui, comme on le voit, il y a des manifestations presque toutes les semaines. Et donc, je ne pense pas que son poids puisse véritablement compter dans la vie politique algérienne. Donc l'idée va en rester là, elle ne sera pas reprise, il n'y a pas de crainte qu'elle soit reprise selon vous par d'autres formations politiques en Algérie ? Je ne pense pas. Et plus globalement, moi je crois, pour répondre à votre question, c'est une idée qui ne sera pas concrétisée, et je donne des arguments. D'abord, les initiateurs de cette idée n'ont pas un poids. Pour Ranouchi a un poids en Tunisie, il faut le reconnaître. Mais le MSP, pas du tout en Algérie. Ensuite, comment des pays qui sont en pleine crise, l'Algérie est en crise, la Tunisie est en crise, la Libye est en crise aussi, et elle n'a même pas encore de gouvernement. Comment des pays qui n'arrivent même pas à se gouverner eux-mêmes peuvent gouverner une union? Donc je pense que cette idée-là ne sera pas du tout concrétisée. Ils doivent d'abord résoudre leurs problèmes internes avant de penser à l'union. Et donc, un autre argument, comme le Maroc s'est beaucoup impliqué dans la question libyenne, et je ne vois pas la Libye se joindre à union à 3 sans le Maroc. Donc c'est une idée qui ne sera pas concrétisée, et je pense que on n'a pas de souci à se faire sur cette idée-là. Hafid Boutaleb, vous partagez les propos de Jawad Kardoudi. Pas d'inquiétude au Maroc à avoir sur ce projet-là. Est-ce que néanmoins aussi il faut avoir tout de même un plan B, préparer des armes ou pas du tout ?
Alors oui, d'abord, je suis d'accord avec M. Khaldoudi, il n'y a pas d'inquiétude. Et de toutes les manières, nous sommes le Maroc. Si cette union se fait sans nous, c'est eux les grands perdants. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est eux les grands perdants. Donc, on n'a rien à craindre dessus. Et je pense que de deux choses l'une, soit ils veulent construire une union d'abord à trois pour contourner un blocage politique, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, mais ensuite, si jamais ça fonctionne, ce qui m'étonnerait beaucoup, s'ouvrir au Maroc, et là-dessus, le Maroc n'a aucune objection, chaque pays est souverain de lui-même, et ensuite s'ouvrir au Maroc, on rejoindra la dynamique, puisque le Maroc appelle à relancer la dynamique du Maghreb depuis très longtemps, et on rappelle les mains tendues par Sa Majesté à plusieurs reprises vis-à-vis de ses homologues maghrébins pour reconstruire, pour se remettre sur la table et travailler sur l'avenir du Maghreb. Et soit la deuxième option, c'est qu'on construit une union en excluant le Maroc, et là-dessus c'est très grave, c'est une position politique vis-à-vis d'un pays tiers, et c'est très inamical, et je ne pense pas que Renouchi n'a pas mentionné ça, les responsables du MSP sont allés un peu dans ce sens, mais le MSP est pestiféré aujourd'hui par la rue algérienne, et même avant le Hirak. C'est un parti qui plafonnait à autour de 350 000 voix. Aujourd'hui, certainement, il baissera encore plus. Il n'est pas du tout représentatif. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il faut faire un plan B? De toutes les manières, le Maroc a toujours eu des plans B. Et de toutes les manières, c'est pas des plans B. L'option du Maghreb n'est pas, on va dire, la seule qui est sur la table, puisque le Maghreb, c'est pas la baguette magique. C'est une des solutions parmi tant d'autres pour pouvoir pallier aux problèmes de la jeunesse, de l'environnement, de l'intégration économique. Et il y a d'autres, il y a la CEDEAO, il y a bien s'impliquer dans les organismes communautaires de l'Union africaine pour, notamment, à bien asseoir cette zone de libre-échange, Oui. et ainsi de suite. Donc, c'est sur ça que travaille le Maroc. Et sur ce front du Maghreb, c'est gelé, et aujourd'hui, ça m'étonnerait que cette solution proposée par les islamistes de Tunisie et d'Algérie ait une quelconque réponse favorable. Dans quelques instants, nous allons aller aux États-Unis, parler de la présidence Biden. Cela fait 42 jours que le nouveau président est au pouvoir. Quel premier bilan, quelle marque de différence également avec son prédécesseur? C'est ce que nous verrons juste après la séance Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Jawad Khaldoudi, un coup de gueule, un coup de cœur ce mardi? Alors, c'est un coup de cœur, et le 26 février 2021, donc il y a eu une lettre portant 250 signatures en provenance de 25 pays qui a été envoyée au président Biden, saluant la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara et lui demandant d'appuyer le plan d'autonomie marocain. Alors, cette lettre est quand même importante parce qu'il y a beaucoup d'anciens chefs de gouvernement, d'anciens ministres, des élus, des parlementaires, et donc elle vient s'ajouter au succès, il faut le dire, du Maroc en 2020 sur la question du Sahara marocain, et donc on ne peut que saluer cette lettre envoyée au président Biden. Hafid Boutaleb, un coup de gueule, un coup de cœur? J'ai un coup de cœur pour la ville de Marrakech qui a été propulsée dans le milieu de l'art depuis 2 jours. Un tableau signé Winston Churchill avec un panorama de Marrakech, la tour de la Koutoubia, enfin le minaret de la Koutoubia et les montagnes de l'Atlas enneigées derrière. Un tableau qui a été estimé à 1,7 à 2,8 millions d'euros par les experts et qui finalement a été adjugé à 8 millions d'euros. Donc ça montre quand même, ça fait toujours plaisir de voir son pays et une ville comme Marrakech, une ville ancestrale du Maroc, mis en valeur comme ça à l'international.